Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir créatures de la nuit et bienvenue dans le Grim Girls Podcast, l'endroit où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. Pour ce premier épisode, on va discuter d'un film qui a pas mal fait parler de lui et ce depuis sa première à Cannes. Vu les thématiques et le body horror extrême, c'était évident pour moi de commencer avec cette bombe, donc préparez-vous, on va plonger dans The Substance. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA, starting a new cellular division that will release another version of yourself. This is The Substance. The Substance, c'est le nouveau film de Coralie Farja. En 2017, elle nous avait sorti Revenge, qui mériterait d'ailleurs lui aussi son propre épisode, mais ce sera pour plus tard. Peut-être que je ferai même un épisode entier sur Coralie Farja. Mais bref, donc on revient sur le dernier film, c'est-à-dire The Substance. Et avec ce film, on constate déjà une tendance dans les thématiques que Farja aborde, c'est-à-dire de façon générale des expériences féminines corporelles, comme par exemple les violences sexuelles, ou la marchandisation du corps des femmes. Elle explore les corps, elle les malmène et elle les déchire. C'est d'autant plus vrai dans The Substance, qui a des allures de The Fly ou Vidéodrome, des classiques du body horror signé Cronenberg. Avant d'entamer le vif du sujet, je me rends compte qu'il va falloir que je fasse un petit point vocabulaire et remise en contexte. Dans cet épisode, je vais balancer des termes comme patriarcat, agisme ou injonction. Moi, je sais ce que ces termes impliquent, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Alors je vais brièvement expliquer où je veux en venir avec tout ça. Quand je parle d'injonction dans notre société patriarcale, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans notre société, il y a des rôles sociaux qui ont été construits sur de longues périodes. Et ça détermine plein de choses sur notre identité et sur nos comportements en fonction de notre genre. Du coup, dans ce cas-ci, et dans tous les autres épisodes du podcast, en fait, on va partir du principe qu'il y a des codes qui déterminent ce que c'est qu'être une femme ou un homme, et que ces codes sont archi-réducteurs en plus d'être problématiques. Les injonctions et codes dont on va parler se construisent sur des idées que les femmes doivent être mères, doivent plaire, et ça passe d'office par ce à quoi le corps ressemble. Du coup, dans ce contexte, l'âge il est hyper important. Un corps vieux, surtout un corps de femme, c'est vraiment quelque chose qui est méprisé, qui est fui et qui est même presque effrayant. Je vais pas aller trop loin dans mes analyses typiques d'études de genre, mais pour comprendre le discours du film, je me disais que c'était important de placer cette note. Dans The Substance, donc, on suit Elizabeth Sparkle, qui est une femme de 50 ans, ancienne actrice oscarisée, et qui s'est reconvertie en star d'une émission de fitness interprétée par Demi Moore. À cause de son âge entre guillemets avancé, 50 ans c'est pas très vieux, selon les dires de son boss, qui d'ailleurs il est très justement appelé Harvey. Voilà, je pose ça là. Elle se fait dégager de la boîte, et après des années à lui promettre qu'elle est irremplaçable, les castings ils sont ouverts avant même qu'elle ait mis un pied en dehors des studios. Elle va alors se retrouver en la possession, et je ne vous dirai pas comment, suffit de regarder le film, d'une substance qui permet de créer une version d'elle-même plus belle, plus jeune, plus parfaite. La seule condition, c'est de respecter la balance. 7 jours pour son corps matrice, celui d'Elizabeth, 7 jours pour son corps cloné, celui de Sue. Pas besoin d'avoir vu le film pour savoir que ça va pas très bien se passer. This is Elizabeth Sparkle. I'm 503. Yes. Yes, hi. There's been a slight misuse of the substance. Avant de rentrer dans mon analyse, je voulais juste vous dire à quel point j'adore ce film. Dans tout ce podcast, je vais uniquement parler de films que j'ai assez bien aimés, mais ce film-là, il est tout de suite devenu un coup de cœur. C'est vraiment un petit bijou de body horror, c'est gore, les effets pratiques sont incroyables, c'est over the top, et pourtant bizarrement c'est
un peu réaliste à la fois en fait. Bref, il faut absolument découvrir ce film The Substance. Moi je l'ai vu 2 fois quand il était en salle et je vais très probablement encore le voir. Je l'ai encore vu pour la création de cet épisode. Coralie Farja, dans ce film, elle nous montre tout ce qu'on essaye de cacher de nos corps, des choses qui sont en fait totalement naturelles. Donc par exemple les rides, les vergetures et aussi le sang. Beaucoup de sang. Elle aurait utilisé près de 21 000 litres de faux sang contre par exemple 17 000 du coup pour Carrie de Brian De Palma. J'avoue que ça donne un côté hyper jouissif. Surtout quand on est, comme moi, un fan de tripes et de gore jusqu'au boutiste. Donc promis, pour les âmes sensibles, je vais pas entrer dans les détails de toutes les blessures et les transformations des corps qu'il y a dans ce film. Mais par contre, si vous n'avez jamais vu ce film-là, de Substance, déjà, qu'est-ce que vous attendez, hein? Et ensuite, oui, ça va spoiler. Notamment parce que je vais parler de certaines scènes clés qui seraient dommage de découvrir ici et pas pendant votre visionnage. Donc vous pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. C'est parti, on entre dans le vif du sujet. Je voulais commencer l'analyse de cet épisode en parlant de la grosse thématique qui est d'ailleurs pas très subtile de The Substance, c'est-à-dire que même les personnes qui n'ont pas vu le film peuvent clairement deviner ce dont on va parler ici, c'est-à-dire les discours autour des dictats et des standards de beauté qui sont présents dans notre société et qui sont la plupart du temps, très généralement du coup, appliqués aux femmes. Ces injonctions, elles ont un énorme impact sur le comportement des femmes, sur les comportements même. Elles s'appuient sur un imaginaire sexiste et agiste. Peur de vieillir, culte de la jeunesse, obsession de la minceur, banalisation de la chirurgie esthétique, tout ça pour façonner une féminité hyper stéréotypée qui est en fait la féminité, on s'en doute qui doit en fait plaire aux hommes qui contrôlent les bien des sphères de notre société. Mona Chollet, qui est autrice féministe, elle en parle de façon très juste dans son essai Beauté fatale, que je vous recommande d'ailleurs. Dans ce livre, elle critique le culte de la beauté et elle interroge l'éducation des jeunes filles face à l'hypersexualisation malsaine et constante de notre société. Autant l'admettre. Dans une société où compte avant tout l'écoulement des produits, où la logique consumériste s'étend à tous les domaines de la vie, où l'évanouissement des idéaux laisse le champ libre à toutes les névroses, où règnent à la fois les fantasmes de toute puissance et une très vieille haine du corps, surtout lorsqu'il est féminin, nous n'avons quasiment aucune chance de vivre les soins de beauté dans le climat de sérénité idyllique que nous vend l'illusion publicitaire. La beauté féminine, telle qu'elle est validée chez nous, donc c'est-à-dire en Occident et donc par extension dans le film, elle est basée sur une idéologie sexiste. C'est-à-dire que avec cette féminité stéréotypée, c'est-à-dire pas de poils, pas trop grosse, etc. Cette beauté-là, elle renvoie à l'idée que les femmes sont des objets désirés, dont le corps est constamment placé sous le regard des hommes. Un exemple hyper parlant, c'est la scène de casting pour la prochaine émission qui va succéder à celle d'Elisabeth. Donc, pour rappel, Elisabeth anime une émission de fitness, et elle est donc renvoyée, comme je l'avais expliqué dans le résumé de l'histoire. Et un casting est donc ouvert pour une prochaine émission, et donc Elisabeth s'y rend en tant que sous. On assiste à une scène donc de ces castings-là, et on voit dans une pièce en fait 2 hommes qui vont juger les femmes qui vont avoir comme ambition du coup de rentrer dans cette émission. Et donc ce sont 2 hommes qui vont juger les femmes qui sont d'ailleurs jeunes, toutes, entre 18 et 30 ans. C'est ce qui avait marqué dans l'annonce pour le casting. Et ils les jugent non pas sur leur talent d'animatrice, mais sur leur corps. Donc vérifier notamment que tout est bien en place, c'est faire une référence directe à l'idée qu'un corps féminin qui plaît, mais aussi et surtout qui fait vendre, c'est un corps avec des seins ni trop petits ni trop gros, des fesses rebondies, une taille mince, un beau sourire et surtout encore jeune. Dans cette scène, les hommes, ils se permettent d'ouvertement critiquer celles qui ne s'y conforment pas sans la moindre gêne, aucune. Pour ceux qui pensent que c'est too much, en fait ce que la réalisatrice fait ici, c'est pas tant de la caricature, hein. Si vous saviez le nombre de remarques de ce genre qu'en tant que femme on se prend dans la gueule, vous seriez dégoûté aussi. Et clairement, j'étais dégoûtée devant cette scène et en même temps, j'étais pas très surprise. Ce qui est vachement triste quand même. Ce discours sur les dictats et les injonctions et normes de beauté qui sont imposées aux femmes, c'est vraiment là qu'est tout le nœud du problème, le cœur de l'intrigue.
et qui va pousser à la situation de basculement, c'est-à-dire le fait que Elizabeth finisse par prendre cette fameuse substance après un très court moment d'hésitation. Yes. Hello. I'd like to order. Comme je le disais, elle a été renvoyée comme une malpropre pour laisser la place à une nouvelle personne, à une personne plus jeune, à littéralement quelque chose de nouveau. C'est les mots qu'utilise le grand patron Harvey. Et ce choix des mots, il n'est pas anodin non plus. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que la nouvelle personne qui va être utilisée comme star de ce nouveau show, elle est vraiment reléguée à une chose. We need her young. We need her hot. We need her now. Elisabeth est malheureuse dans cette nouvelle vie. Elle est plus âgée, elle est seule, on ne la voit pas avoir des amis, elle n'a plus de travail, elle a perdu aussi tout l'amour de ses fans et de son public qui est devenu de plus en plus petit jusqu'à disparaître complètement. Et ce qui est tragique, c'est que bien qu'elle éprouve une haine envers son ancien patron pour l'avoir virée et lui avoir des choses abjectes et lui faire comprendre qu'en étant une femme de 50 ans, elle ne vaut plus rien, ce qu'elle sait qui est absolument faux finalement, eh bien, elle va quand même finir par chercher à se modifier entièrement pour répondre aux exigences de son patron, pour répondre aux exigences patriarcales de notre société et donc des critères de beauté en se rajeunissant avec la substance. Le film, il va nous faire ressentir une dualité entre, d'un côté, la tristesse d'Elisabeth et sa joie, entre son désir d'être cette poupée modelée et adulée, et puis de l'autre côté, sa colère envers les stéréotypes que tout ça va représenter. Elle va elle-même finalement renforcer et plus ou moins accepter en devenant Sue. La dualité entre Elisabeth et Sue, elle est aussi vue dans les couleurs qui sont utilisées, notamment le fait que quand on suit Sue, tout est très coloré, on a l'impression de regarder une pub, alors que quand on suit Elisabeth dans ces 7 jours, eh bien, elle est toujours assise dans le noir, elle est entourée de dizaines d'assiettes à moitié vides, et de la nourriture étalée complètement partout. En parlant de nourriture, je voulais faire une petite parenthèse juste pour dire à quel point elle est en fait intéressante. C'est quelque chose que j'ai profondément ressenti, surtout à mon 2e visionnage, et je me suis demandé pourquoi on voyait ces scènes dans la cuisine et pourquoi est-ce que la nourriture semblait avoir une importance sans que je sache vraiment qu'est-ce que c'était finalement. Et j'ai une vision personnelle là-dessus, qui serait que la nourriture, telle qu'elle est présentée dans The Substance, c'est une sorte de symbole de révolte envers tous les dictats et toutes les injonctions dont j'ai parlé. Si vous ne vous souvenez pas, le cadeau de départ de Elisabeth, c'est un livre de cuisine. Voilà, ça donne un message plutôt clair, hein, surtout qu'il lui dit « tu auras de quoi t'occuper ». La place de la femme, c'est la cuisine, tout ça, on comprend. Et ce livre, elle va finir par l'utiliser et va littéralement faire toutes les recettes qu'il y a dans ce livre. Elle va consommer énormément, ou même parfois en fait laisser de la nourriture carrément pourrir, hein. Mais elle va en fait transformer l'espace de la cuisine, qui est un espace qui est associé aux femmes dans notre société patriarcale. Moi aujourd'hui, mais ça l'est toujours dans la tête de pas mal de gens. Et du coup, elle fait un gros doigt d'honneur à son ancien boss, notamment aussi aux régimes qui sont imposés à Sue pour qu'elle reste mince, et donc désirable pour le public. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un conflit en fait chez Elisabeth qui peut se résumer aux difficultés à s'accepter tel que l'on est dans une société de l'image et du paraître où les corps âgés sont invisibilisés, où la sexualité des corps de personnes de plus de 40 ans est considérée comme risible, voire même dégoûtante. Elle éprouve de la rage pour les choix faits par son alter ego, donc par Sue, c'est-à-dire notamment de se conformer à toutes ces injonctions et d'accepter la façon dont son boss la traite, c'est-à-dire comme une chose, comme un objet, comme on l'a dit. Mais en même temps, dès qu'il est possible pour elle de goûter à l'adulation pour son corps jeune et beau, ce qu'elle avait d'ailleurs dans le passé, eh bien elle oublie tout.
Même sa colère pour ceux qui l'ont oublié du jour au lendemain. Ça va aller jusqu'à l'empêcher d'accepter son existence de femme de 50 ans. Après un piteux essai de se valider avec un date auquel elle n'ira jamais parce qu'elle est trop insécurisée par l'image de Sue qui l'observe. La peur de ne pas plaire, de ne pas correspondre aux attentes, la soumission aux jugements extérieurs, la certitude de ne jamais être assez bien pour mériter l'amour et l'attention des autres, traduisent et amplifient tout à la fois une insécurité psychique et une auto-dévalorisation qui étendent leur effet à tous les domaines de la vie des femmes. Malheureusement, la haine de soi prend le dessus vers la fin du film et quand Sue et Elizabeth se retrouvent l'une face à l'autre, elle va décider de tuer son original, de tuer la femme entre guillemets âgée, la femme laide, et donc son corps de 50 ans, qu'elle désintègre complètement. Justement, c'est ça qui va avoir une énorme incidence sur elle finalement. C'est-à-dire que Sue va elle-même se décomposer et amener encore plus de décomposition et de destruction en devenant Eliza Sue jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je voulais parler brièvement du contexte dans lequel s'inscrit cette histoire parce que il est super important. Quand je dis contexte, je veux dire l'industrie du cinéma et du show business. Parce que Coralie Farja, elle a choisi de faire de son personnage principal une actrice et une star de télé. C'est pas anodin. Quand elle fait ça, elle dénonce l'idée de péremption des corps féminins. Elle va pointer du doigt cette problématique, notamment par l'incarnation même de ces gros problèmes misogynes et patriarcaux, avec le personnage de Harvey, qui est donc, comme on a dit, le boss de la boîte pour laquelle elle travaillait. Toutes les choses que cet homme dit sont absolument abjectes, notamment dans la scène du restaurant au début du film, quand il la vire en lui disant que quand tu arrives à la cinquantaine, tout s'arrête. C'est clairement un message et une dénonciation qui est, certes, pas très subtile, mais qui est importante à souligner. J'ai fait des petites recherches et sur le site du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui fait d'ailleurs énormément d'enquêtes et je vous conseille d'aller regarder si ça vous intéresse. Ces personnes disent que plus les femmes sont jeunes, plus elles seront présentes à l'écran. Et donc on peut parler d'un agisme, c'est-à-dire le fait que les personnes, entre guillemets, âgées, vont disparaître progressivement. Les femmes qui ont plus de 40 ans, 50 ans, n'en parlons même pas, vont se voir refuser de plus en plus de rôles, ou en tout cas de moins en moins de rôles seront écrits pour elles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder quels rôles sont exactement écrits pour elles, notamment des rôles de grand-mère ou des rôles dont les enjeux tournent autour de leur âge entre guillemets avancé. Ça explique pourquoi, du jour au lendemain, Elisabeth est jetée dehors alors qu'elle était autrefois adorée et qualifiée d'irremplaçable. Elle est juste devenue trop vieille, elle a perdu sa place. Hi everybody, I'm Sue, and it's time to pump it up. Alors, on va parler d'une autre théorie dont vous avez sûrement entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vais vous réexpliquer ce que c'est. Je pense que c'est hyper important quand on parle de ce genre de film. Et d'ailleurs, c'est une théorie qui va revenir souvent, je pense, dans ce podcast. C'est la théorie du male gaze. Alors, le male gaze, comme je disais, si vous savez pas ce que c'est, pas de panique, je vous explique ça très très vite fait. En gros, c'est une théorie féministe qui a été développée par Laura Mulvey, qui explique qu'en fait, quand nous regardons une série ou un film, ou même toute production audiovisuelle, en fait, le regard masculin, donc le male gaze, va nous être imposé. On pourrait dire que la caméra, elle correspond en fait aux yeux d'un homme hétérosexuel. D'ailleurs, cet homme, il est généralement à la tête de la production de ces films. Et donc, ses yeux scanneraient le corps des femmes qui se trouvent à l'écran pour se faire plaisir, et aussi du coup pour faire plaisir aux spectateurs hétéros qui regardent la production. Il y a plusieurs procédés utilisés en fait qui permettent de reconnaître cette pure objectification des corps féminins, comme par exemple le morcellement, donc ça veut dire en gros faire des gros plans sur certaines parties du corps d'une femme, donc en fait le déshumaniser pour finalement le découper en parties qui sont sexualisées, donc les seins ou les fesses. Je vais pas m'étendre du coup encore plus sur cette théorie, elle est super intéressante. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le livre d'Iris Bray qui s'appelle Le regard masculin. Je mettrai toutes les infos de toute façon dans la description de cet épisode. Mais en gros, ce que je voulais dire et pourquoi est-ce que je parle de cette théorie, c'est qu'en fait, le male gaze et donc toutes les techniques qui sont utilisées là-dedans, elles renforcent les idées dont on avait parlé plus tôt,
c'est-à-dire que les femmes sont présentes seulement pour le plaisir voyeur des hommes hétéros. On a plein d'exemples dans le cinéma, même dans le cinéma actuel, hein. Je vous assure que c'est toujours pas dépassé. Prenez Suicide Squad par exemple, oui, c'est pas un bon film, mais c'est un bon exemple là-dedans. Les plans sur Harley Quinn sont absolument ignobles. Il y a beaucoup de films de Keshish aussi, où c'est absolument catastrophique. Tous les James Bond aussi, voilà, je les ai pas tous vus, mais et alors, en fait, je sais très bien que il y a beaucoup de choses problématiques. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire avec cette théorie. Et c'est assez marrant parce que pendant mon premier visionnage de The Substance, mon meilleur ami, avec qui je le regardais du coup, m'a fait remarquer que les scènes de Sue qui se déhanchent pendant le tournage de son émission Pump It Up, c'est, quote, quand même très male gaze. Alors déjà, cœur sur toi si tu écoutes cet épisode. Et ensuite, oui, c'est vrai que les gros plans sur ses fesses et son bassin qui bougent de manière très subjective quand même, c'est objectivant et extrêmement male gaze. Mais justement, je pense que c'est ça le but. Justement, ce sont les images de cette émission, c'est pas la réalisatrice qui va porter elle-même ce regard-là absolument déshumanisant sur son personnage, mais elle dénonce en fait la façon dont le corps de Sue est présenté pour cette émission, qui est du coup pas juste une émission de fitness où cette jeune fille se dandine pour juste apprendre aux personnes qui regardent les techniques d'aérobic. On n'est clairement pas là-dedans, parce que le boss l'avait dit, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit jeune, il faut qu'elle soit sexy. Avec tout ça, la production, elle va capitaliser en max là-dessus. On voit par ailleurs qu'elle est très mal à l'aise avec ça, notamment quand elle est Elisabeth, quand elle revient dans son corps d'Elisabeth et qu'elle regarde ces images. On comprend en fait, sans qu'elle le dise, que ça ne lui plaît pas en fait de se voir instrumentalisée comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle cherche en même temps de conformer ces images-là, et en même temps, ça la rend absolument mal à l'aise. Donc en aucun cas, on est en présence d'un voyeurisme. On assiste à la marchandisation du corps de Sue, et il est impossible que ça nous révolte pas, tant il est réduit à un produit, aux membres d'une poupée Barbie en plastique. Tout ça, c'est contrasté avec différentes scènes de nudité féminine, donc où on voit les corps d'Elisabeth et de Sue dans la salle de bain de l'appartement de celle-ci. On a en effet plusieurs plans de nudité frontale, complète, mais on n'est pas du tout face à une sexualisation dans ce cas-ci. Ce qu'on regarde, ce sont des corps. Ils sont beaux, c'est vrai, mais en aucun cas, et même avec le corps de Sue, on est là pour se rincer l'œil en fait. C'est clairement l'œuvre des angles et des plans de caméra qui, au contraire de ce qu'on dit juste avant, ils cherchent pas les gros plans sur les parties intimes, mais essayent plutôt de présenter les personnages, ou la personnage, parce que Sue et Elisabeth, on en revient, mais c'est la même personne. Hein. Elisabeth, elle est vraiment montrée comme un être humain, rien de plus, rien de moins. Ce qui m'a énormément frappée, et je voulais le souligner, c'est la bienveillance avec laquelle ces corps sont filmés. Ça peut sembler hyper bizarre vu qu'on est dans un film de body horror, et clairement, les corps sont malmenés. Ils sont blessés, ils sont déchirés, ils sont transformés. Mais moi, ce que j'en ai personnellement retiré, c'est une tendresse qui est vraiment profonde pour ces corps, que ce soit celui d'Elisabeth dans la cinquantaine, celui de Sue dans la vingtaine, et même celui du monstre d'Elisa Sue à la fin du film. Je sais pas si c'est dû au fait que ce film est réalisé par une femme ou non, ça je saurais pas le dire, mais en tout cas, ce film, il fait fort, parce que en montrant toute la violence que le patriarcat balance à la gueule des femmes, il montre un amour véritable pour celle-ci, et franchement, ça fait du bien. Et voir des corps féminins de cette façon, dénués de tout aspect voyeuriste, de juste voir des corps de femmes, ça m'a vraiment touchée, et ça a provoqué quelque chose chez moi. Une certaine envie, même un besoin en fait, d'être plus bienveillante moi-même avec mon corps à moi, que j'ai longtemps trouvé trop petit, pas assez attirant, et retirer quelque chose de si positif d'un film qui, sur son final, est aussi tragique, ça prouve un véritable coup de maître de la part de Coralie Farja. Alors effectivement, le film, dans son final, est vraiment over the top, on est d'accord, est très absurde, mais on peut pas nier que c'est très triste ce qui se passe, parce qu'on assiste littéralement à la descente aux enfers et à la destruction
d'une femme, la destruction de son corps à cause d'une pression aux injonctions, et pour moi ça peut éveiller les consciences. Le body horror, c'est d'ailleurs un très bon sous-genre pour véhiculer des messages aussi viscéraux parce que ils sont ancrés dans la chair du personnage et donc quelque part en nous les spectatrices et les spectateurs aussi évidemment. Personne n'est irremplaçable. Et encore moins dans cette industrie. C'est la poursuite incessante de cette irremplaçabilité inexistante qui précipite Elizabeth à disparaître, telle une vulgaire trace de ketchup. En définitive, le film, il essaye pas de nous faire culpabiliser. Il va pas nous matraquer avec des slogans de body positive qui nous poussent urgemment à aimer notre corps à tout prix, même quand ça nous semble impossible, parce que il n'émet aucun jugement sur les actions et les décisions du personnage d'Elizabeth, même si elle se conforme à des injonctions qui sont en fait impossibles à atteindre. Plutôt, le film va nous dire d'être bienveillant et bienveillante, et surtout aussi tendre avec notre corps, parce que personne ne le sera à notre place. En plus de ça, The Substance est un film qui maîtrise le body horror à la perfection. Il met mal à l'aise par ses images gore et sa critique incisive du contrôle patriarcat sur le corps des femmes. C'est pourquoi il est devenu directement l'un de mes films favoris de cette année. Voilà, c'est fini mes chers ghouls, j'ai dit tout ce que je voulais dire sur The Substance. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser et puis à enregistrer ce tout premier épisode. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me contacter sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous pouvez me retrouver à GrimGirlsPod. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à tout bientôt.